l'effondrement des mythes mobilisateurs de la génération de 68, évidemment que ça n'entraîne pas le rembobinage de notre histoire dans les heureuses années 50 avec un Jean Gabin, un Delon, etc. On va être confronté à des situations extrêmement pénibles. On va payer la note de plus d'un demi-siècle d'irénisme. Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Academia Christiana. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Thibaut Gibelin, qui est spécialiste de la Hongrie, de l'Europe centrale et en particulier du modèle hongrois politique et de Viktor Orbán. On va parler de conservatisme en Europe, de réveil des conservatismes, du rôle de la Hongrie, du rôle de l'Europe centrale. Je vous donne donc rendez-vous pour cet entretien passionnant sur notre chaîne YouTube et je vous rappelle que tous nos entretiens sont maintenant disponibles en format podcast sur toutes les plateformes d'écoute et je vous demande également de ne pas hésiter à soutenir la chaîne d'Academia Christiana par vos dons. C'est grâce à nos donateurs que vous pouvez voir ces entretiens qui sont disponibles gratuitement. N'oubliez pas aussi de partager cet entretien, de l'aimer, de mettre un commentaire positif sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Thibaut, bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Bonjour Victor, c'est un plaisir d'être là. Alors, je vais vous poser une première question un petit peu pour te présenter. Qui est Thibaut Gibelin? Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ta passion pour la Hongrie, pour l'Europe centrale? Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas? C'est quand même un vaste programme. Je dirais que brièvement, je suis un gars du sud de la France, du Gard rhodanien. Et j'ai assez rapidement, dans ma jeunesse, notamment à travers le scoutisme, eu le goût de l'ailleurs. L'ailleurs, c'est l'Auvergne. Puis après, on pense à l'au-delà des Alpes, l'au-delà du Rhin, l'au-delà des Pyrénées. Donc, dès mon adolescence, j'ai découvert l'Europe à travers la marche et dans une ambiance de camaraderie, avec un sentiment de continuité culturelle et d'appartenance commune. Et après, c'est quelque chose d'assez, typique de l'époque. C'est le semestre Erasmus à l'étranger, d'abord en Allemagne, puis en Hongrie, qui m'a fait découvrir l'Europe centrale. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais une conscience politique déjà assez aiguisée, et ça m'a interpellé de voir l'atmosphère de paix sociale, d'harmonie ethnoculturelle qu'il y avait en Europe centrale. Et l'idée que le devenir européen est lié s'est trouvée complétée par le fait qu'on avait aussi à apprendre de cette Europe qui était périphérique et qui pour moi n'avait jamais été vraiment très exotique comme elle l'était pour la génération de nos parents qui avaient ce rideau de fer quasiment intégré mentalement et qui faisait qu'on ne pensait pas trop en rapport avec ce qu'il y avait en Europe centrale et orientale. Si bien que quand j'ai commencé à travailler au Parlement européen en 2014, j'ai sympathisé assez rapidement avec des Européens de tous horizons, mais j'avais des affinités, je dirais et un rapport notamment à la transgression de certaines barrières idéologiques qui me mettaient plutôt du côté en sympathie avec les gens d'Europe centrale et orientale et carrément en porte-à-faux avec l'état d'esprit de la jeunesse, notamment française, qui sort des formations type IEP, etc., et qui se retrouvent à bosser au Parlement, si bien qu'en fait, à peu près dans tous les partis, c'est une jeunesse formatée avec, je dirais, une étroitesse idéologique assez patente. Et du coup, en Hongrie, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu la grande vague migratoire de 2015. Viktor Orbán est monté en termes de visibilité et en termes d'influence dans le concert politique européen à ce moment-là. Et puis en 2017, je pense que j'avais à peu près fait le tour de toute cette vie institutionnelle. Parce que le Parlement européen, c'est passionnant si on est observateur, si on est dans sa fraîche vingtaine et qu'on peut observer, voir les uns les autres, interagir les politiques, les lobbyistes, etc. Une fois qu'on a fait ce tour d'horizon-là, et qu'on se trouve confronté un peu à qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, est-ce que ça nous suffit d'avoir une paye indécente des institutions européennes pour finalement faire tourner la machine, ou est-ce qu'on veut accomplir quelque chose par soi-même? Et moi, c'est carrément la deuxième option qui m'a parlé. Donc, je suis parti en Hongrie avec l'intention très nette de suivre la campagne électorale de 2018, qui était en fait la campagne électorale
sur laquelle Viktor Orban et le Fidesz allaient être jugés au terme de la crise migratoire et au terme de je dirais de la théâtralisation de son opposition à George Soros comme étant l'ennemi mondialiste par excellence, l'homme d'État sans État. Et il se trouve qu'on attendait la défaite de Viktor Orban à l'Ouest parce que c'était quelqu'un d'infréquentable, puisqu'il avait transgressé des interdits moraux, il fallait qu'il perde. C'était écrit. Et le matin même de l'élection, les journalistes, les correspondants français faisaient le tour des bureaux de vote, se félicitaient de l'affluence qu'ils y voyaient, et se disaient c'est bon, le peuple hongrois s'est enfin levé. Et puis Viktor Orban a renouvelé, pour la deuxième fois, la majorité aux 2/3 au Parlement hongrois, si bien que le titre du livre que j'ai choisi ultérieurement, Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, partait de ce constat-là et puis de cet écart entre la vision qu'ont les observateurs occidentaux et ce qui se passe là-bas. Et puis après, j'ai décidé de poursuivre mes recherches et d'aller plus loin dans cette analyse avec des études doctorales. Et il se trouve que j'ai trouvé un travail d'enseignant dans le système universitaire hongrois et que je m'intéresse aussi au rapport, aux échanges entre la France et la Hongrie, puisqu'il y a d'évidentes affinités culturelles, que nos peuples ont un destin commun au XXIe siècle et qu'à maints égards, le rapport de la Hongrie à l'identité nationale, le rapport aussi qu'ils ont à l'espèce de dogme universaliste, libéral, fait d'eux des dissidents et des avant-gardistes dans les changements en cours dans le monde occidental. Et donc, je suis, pour l'instant, je suis très, je dirais, franco-français, mais je me sens à ma place dans ce travail d'ambassadeur et de diplomatie qui est, je dirais, au service de l'intérêt national en Europe, puisque l'Europe ne sera forte que de nations fortes. Et d'ailleurs là, nous avons les éléments et nous le présenterons en dissolution au Conseil des ministres dans les semaines qui viennent. Il y a un an, le Premier ministre Gérald Darmanin voulait dissoudre Academia Christiana. Grâce à vous, nous avons pu échapper à cette menace. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Vous connaissez peut-être Academia Christiana, mais savez-vous qu'une nouvelle étape a été franchie pour bâtir l'avenir? Je vous présente l'ACEI, Association culturelle d'éducation intégrale, fondée en 2024 pour relever le défi du déclin anthropologique qui s'abat sur nos sociétés occidentales. L'ACEI a une mission claire, former les esprits, les cœurs, les corps, les âmes, en vue de restaurer une société au service du bien commun et pour la royauté sociale du Christ. Pour cela, nous continuons à organiser les événements éducatifs et culturels qui ont fait le succès d'Academia Christiana. Mais nous avons aussi lancé 2 nouveaux programmes. Le premier, Communitas Christiana, qui a pour but de parrainer les communautés locales en vue d'une éducation intégrale au service du bien commun. Le second, Familia Christiana. Il accompagne les familles dans l'éducation des enfants et permet de créer des réseaux d'entraide solides et durables entre familles. Ces projets sont extrêmement ambitieux et pour les réaliser, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à former une génération au service du bien commun. Vous pouvez nous aider à bâtir et à faire grandir l'ACEI. Pour cela, écrivez soutien dans les commentaires. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie et je vous souhaite une excellente période de l'Avent en vue de préparer la fête du bien. Alors, tu as évoqué Viktor Orban, tu as écrit justement un livre sur Viktor Orban. Et en quoi ce personnage est intéressant? Alors, il est intéressant, je dirais, on parle en 2024, vu tout ce qu'il a acquis comme longévité politique et certaines réalisations, mais il l'était déjà pour moi quand le livre est sorti en 2020, pour une espèce de trajectoire météorique qui fait que contrairement à la Hongrie, qui est vraiment du côté de l'infortune historique, Viktor Orban a bénéficié de certaines conjonctures, de certaines circonstances. C'est-à-dire que le monde de Yalta, l'ordre établi à Yalta entre l'Empire soviétique et les anglo-saxons, s'est fissuré en Europe centrale en 1990. Et à cette époque-là, Viktor Orban s'était engagé en politique, moins de 2 ans avant, avec la création du Fidesz en 1788. Et en 1789, Viktor Orban a eu un rôle de leader de la jeunesse anticommuniste, et pas dans une veine véritablement libérale,
Il y avait évidemment des yeux de chimène pour l'Occident, mais ce qui comptait surtout, c'était le sentiment que la nation hongroise est dans les chaînes et que les libertés nationales hongroises doivent être recouvrées. Et elles sont recouvrées contre quoi? Contre le schéma impérial antinational de Yalta. Et le basculement de régime se serait fait évidemment sans Viktor Orban. Il se trouve qu'il en a été un bénéficiaire, puisqu'à l'âge de 27 ans, il est entré au Parlement hongrois en 1990, lors des premières élections libres, à la tête de la liste du Fidesz. Et depuis, il a été réélu systématiquement. Donc ça fait 34 ans de vie parlementaire, réélu à la tête de son parti. Et il a eu des épreuves, puisqu'il a été dans l'opposition pendant 16 années, 8 ans de 90 à 98, puis 8 années encore de 2002 à 2010. Et pendant cette époque-là, avant comme après ce premier mandat de Premier ministre, il a construit, il a réévalué ses priorités politiques, il a beaucoup mûri sa ligne, et voilà, la mutation de l'unipolarité américaine au dysfonctionnement actuel de l'Occident s'est fait au cours de sa carrière. Il l'a vu évoluer petit à petit, et de même qu'il a pressenti et accompagné le sentiment populaire hongrois du ras-le-bol anticommuniste, il a accompagné le mouvement de désillusion des Hongrois à l'endroit du There Will No Alternative de Margaret Thatcher et des recettes de l'Occident libéral comme fin de l'histoire, progrès nécessaire et une forme de fatalisme bienheureux. Si bien qu'en 2008, quand la crise de l'Occident commence avec les déboires financiers, qui ont maintenant quand même plus d'une quinzaine d'années, eh bien Viktor Orban est prêt à puiser dans la mémoire politique hongroise, dans les réflexes culturels de la nation hongroise, une recette proprement nationale. Et c'est pour ça qu'en 2010, très rapidement, tout est prêt dans les cartons quand il retourne au pouvoir avec une énorme majorité. Sur la crise de 2008 ayant fait beaucoup de mal en Hongrie, le balancier de l'opposition lui a bénéficié à plein et il est revenu avec une majorité incontestable. Une nouvelle constitution a été élaborée très rapidement, elle a été adoptée en 2011. D'ailleurs, le jour de Pâques, pour bien marquer l'aspect de résurrection nationale que c'était supposé mobiliser et suggérer. Et puis, le bras de fer avec l'Union européenne a commencé à ce moment-là, avec toujours la capacité de dialoguer, parfois de faire deux pas en avant, un pas en arrière, mais le bras de fer, qui est un mélange vraiment de coopération et d'antagonisme ouvert, a permis à la Hongrie d'élargir sa marge de manœuvre, de faire mûrir une autonomie du politique qui est pour l'instant quelque chose d'exceptionnel en Europe, puisque la Hongrie est, je dirais, dans l'ordre bruxellois, dans ce système du traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, le seul pays qui a constamment réussi à élargir sa marge de manœuvre. Et c'est de ce point de vue quelque chose qui est significatif, non pas seulement pour ce que la Hongrie représente en tant que pays d'Europe centrale, mais même en tant que nation d'Europe, en tant qu'État membre de l'UE, on peut faire des choses et il n'y a pas de fatalité historique. Voilà, c'est ce message fondamental que me semble porter le Premier ministre hongrois et qui fait que la Hongrie donne vraiment du grain à moudre. Alors, si on essaye de faire une sorte de cartographie des réveils conservateurs en Europe, mais aussi même aux États-Unis, quelles seraient pour toi les grandes tendances qui sont en train d'émerger en ce moment? Alors, il y a un côté alternance fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment il faut que tout change pour que rien ne change. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez, je dirais, c'est un peu l'élément majeur, l'éléphant au milieu du couloir, si on ne veut pas s'arrêter à des apparences un petit peu futiles. Notamment, en fait, typiquement ce que le Parti démocrate et le Parti républicain pouvaient avoir de différent, alors qu'au fond, c'est exactement la même chose. Là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'Amérique du Nord est le moteur de l'Occident, c'est la puissance tutélaire impériale, et les empires ne tombent jamais qu'en leur sein, en leur cœur. Hein. C'est parce que l'URSS a dysfonctionné à partir de son cerveau moscovite, à partir de ses parties européennes, que finalement l'empire a éclaté. Les pays les plus étrangers
les plus, je dirais, exotiques de l'ensemble soviétique, c'était les républiques d'Asie centrale. Elles étaient parfaitement périphériques et c'est pas elles qui ont bougé. Donc là, ce qui est très significatif avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est que je dirais le capitaine en charge du mondialisme dit en fait ce qu'il faut c'est de l'isolationnisme, c'est de l'America First, c'est le souci de l'intérêt particulier duquel découle toute puissance possible. Et donc, qui fait qu'il n'y a pas de contradiction nécessaire entre le surmoi impérial américain et le principe America First, simplement est porté à bout de bras une logique d'État mondial avec une certaine mystique par le camp démocrate et qui a été proclamée par les républicains George Bush père en 1990, c'est le nouvel ordre mondial, et on est sur une espèce de décrépitude de plus en plus évidente, et le fait que c'est organisé autour de la personnalité charismatique de Donald Trump, un ensemble de partenaires, un ensemble de tendances qui, eux, récusent véritablement le mondialisme. Donc, s'il y a quelque chose de significatif, il est en puissance plutôt aux États-Unis et plutôt dans les États centraux qui sont, je dirais, plutôt influencés et passifs depuis une 35 ans d'unipolarité américaine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens? Ça veut dire d'abord qu'on va plus souffrir et parce qu'on va être mis devant l'évidence que nous n'avons pas de protecteur américain. Nous avions un exploiteur qui intelligemment jouait sa carte à notre détriment et qui maintenant simplement refuse de jouer, de payer, je dirais, le prix de cette espèce de gloire, finalement, d'être le maître du jeu, d'être le maître mondial, et de mener une guerre économique ouverte, notamment contre l'industrie européenne, sans nous protéger sur notre flanc oriental. Donc c'est plutôt une espèce de douche froide, mais qui permet de sortir du coma et donc se reprendre en main. Et là, on va voir qui sont, parmi les pays européens, les acteurs un petit peu sérieux qui entendent tirer bénéfice de cette situation, qui assument la conflictualité, qui assument le retour de l'histoire, et ceux pour lesquels les tendances conservatrices ou les tendances souverainistes n'étaient jamais qu'une manière de servir la partie droite de l'Empire américain. De ce point de vue, il y a déjà deux grandes classes de pays en Europe. Il y a la France, l'Allemagne et l'Italie, et puis tous les autres. Pour la France, l'Allemagne, l'Italie, on est sur le cœur de l'Occident européen, de l'Occident chrétien. On est sur des puissances qui sont fondatrices de l'Union européenne, sur les économies principales, sur celles qui font que l'euro existe ou n'existera pas, selon que l'une de ses composantes décide d'en sortir. Et puis il y a tous les autres pays qui se situent à la périphérie, qui peuvent jouer une carte je dirais, de puissance d'appoint. Et donc c'est là que la Hongrie intervient. La Hongrie, c'est un facilitateur, c'est un poisson pilote, c'est un pays qui montre que le fatalisme ne s'impose pas nécessairement, mais sur plusieurs schémas politiques, la Hongrie, en fait, emboîte le pas ou précède un pays européen important. Donc dans l'ordre, par exemple, avec l'Italie, ça va être l'espèce de convergence sur des éléments de discours conservateurs en termes de politique pro-familiale, etc. En fait, l'Italie n'est pas nécessairement si engagée que ça. C'est-à-dire que on est plutôt sur une façade marketing quand même, mais avec l'idée que cette gauchisation et pro-LGBT du discours politique ne faisant pas recette, occuper cet espace-là dans les représentations est un avantage. Mais du moins, la Hongrie, l'Italie ne pousse-t-elle pas dans le sens, la fenêtre d'Overton, dans le sens de la confusion et des théories du genre. Et ça, la Hongrie est évidemment en soutien là-dessus. Avec la France, la Hongrie est en convergence sur la politique du nucléaire, sur une politique de défense avec une autonomie européenne renforcée, ce qui est en fait la politique des petits pas pour envisager éventuellement un désengagement massif des États-Unis dans les 10 ans qui viennent. Et puis avec la politique agricole aussi, des convergences sur le refus de l'accord Mercosur, des convergences sur
la limitation de cette concurrence qui lamine la paysannerie européenne. Donc des rapports plutôt sur du régalien avec la France. Et en effet, même si ce ne sont que des restes, la Ve République, instituée par le général de Gaulle, est structurellement beaucoup plus souveraine que les autres pays d'Europe, et bien sûr avec l'atout nucléaire. Et la Hongrie joue l'analogie là-dessus et entend répliquer en Hongrie ce qui est fonctionnel en France, notamment parier sur l'énergie nucléaire et sur une industrie de défense qui ne joue que la carte européenne, parce que la Hongrie n'achète pas d'armes américaines. Et puis par rapport à l'Allemagne, c'est la question de la puissance industrielle. Alors évidemment, l'Allemagne suit une politique parfaitement suicidaire depuis quelques années, et c'est une condamnation à mort du dynamisme économique de toute l'Europe centrale, puisque l'Europe centrale est un énorme atelier de la puissance économique allemande. Donc il y a des liens étroits entre les milieux d'affaires allemands, qui sont souvent liés à la CDU, et l'économie hongroise. Et donc le but, c'est de jouer la carte de la pacification en Ukraine pour des raisons de survie économique, et évidemment pas de complaisance vis-à-vis de la Russie, et de manière générale, organiser l'économie européenne comme quelque chose de compétitif face à l'Amérique du Nord. Ça, c'est quelque chose que les milieux économiques allemands savent bien, mais dans la mesure où l'État allemand a été généré par les services américains, comme la RDA a été générée par l'URSS, il y a une intoxication très forte de la politique américaine dans les élites politiques allemandes. Alors aujourd'hui, c'est notamment les Verts, qui sont les écologistes allemands, qui sont peut-être la pointe la plus avancée de cette idéologisation et donc de ce harakiri économique. Mais la Hongrie, elle a son partenariat avec plutôt le centre-droit allemand et avec une extension au niveau européen, une élévation au niveau européen de cette intelligence stratégique, de cette volonté économique, d'avoir un bloc européen capable de rivaliser et de battre les États-Unis commercialement. Qu'est-ce que c'est que ce concept de démocratie libérale chez Viktor Orban ? L'idée, c'était en 2014 que ce concept a été émis pour la première fois. Et le but, c'est de sortir de la logique que Francis Fukuyama avait élaborée avec la fin de l'histoire et le dernier homme. Le libéralisme précisément comme fatalisme et comme prêt-à-penser indépassable. Et donc, illibéralisme, ce n'est pas évidemment dans le sens de la privation de liberté, c'est dans le sens que les libertés ont un sens concret, et les Hongrois ont un sens politique, une histoire politique ancienne. On défendait les libertés politiques contre les Habsbourg dès le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et défendait ces libertés particulières, ces libertés nationales, enracinées dans la coutume et dans l'intérêt de l'autonomie du politique en Hongrie, face à la loi étrangère. Donc le libéralisme en ce sens-là, c'est la loi étrangère, c'est la fatalité du commerce dérégulé au service des investisseurs internationaux contre l'intérêt des peuples et l'autonomie du politique des nations. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, c'est une manière de contester une évolution récente du libéralisme. C'est-à-dire que quand, en 2009, le traité de Lisbonne est ratifié et donc entre vraiment en vigueur, on n'imagine pas que l'article 2, qui stipule que l'état de droit est à la base de la politique en Europe, etc., peut être exploité pour imposer le transgenrisme, pour imposer le mariage homosexuel, pour imposer la confusion identitaire sur le plan ethnoculturel, etc. Donc on est sur une volonté de sortir des radars de cette idéologie dominante et de rebâtir la légitimité sur le vote, c'est-à-dire le plébiscite électoral, la volonté du peuple, et sur la coutume des nations qui constituent l'Europe. Est-ce que pour toi, le rôle de cette Europe centrale, d'un point de vue conservateur, peut avoir un effet sur l'Europe en général ? Alors, oui, complètement. Ne serait-ce que comme poignée témoin et contrepoids. Mais en fait, c'est précisément parce que c'est significatif que la Hongrie fait l'objet de telles attaques. C'est-à-dire que
Ce qui est dangereux, c'est le mauvais exemple dans une logique de dépassement des nations, etc. Et si la Hongrie peut le faire, il est évident que d'autres nations pourraient le faire. Donc l'important, c'est même, je dirais, la clé de mon raisonnement vis-à-vis de cette situation, c'est que l'Europe fonctionne comme un organisme depuis au moins 1000 ans de chrétienté occidentale. C'est-à-dire que du moment que l'ordre s'est refondé plutôt à partir du nord de l'Europe, donc ça se fait lentement à partir de Clovis jusqu'à Charlemagne, l'Europe a d'abord été une réalité fondamentalement extranationale et supranationale. C'est d'un côté la puissance impériale des Francs et de l'autre la légitimité religieuse, enfin politique, octroyée par l'Église. Et c'est incubé dans cette osmose civilisationnelle différentes composantes nationales. Le moment où se déchire le voile, c'est avec la Renaissance, c'est-à-dire la Réforme. La Réforme, c'est autant l'émancipation de la nation allemande, au moins pour sa partie septentrionale, de l'Empire romain, une deuxième fois, qu'une querelle véritablement théologique. Si on avait eu un prodrome de cette émancipation nationale un siècle plus tôt avec la réforme hussite en République tchèque, enfin en Bohème-Moravie, où les Tchèques, précisément par antagonisme vis-à-vis des Allemands, ont adopté une réforme religieuse qui n'était pas une hérésie à la manière des Cathares ou des Vaudois, qui était d'abord une volonté d'affirmer les droits de la nation tchèque et la spécificité de la nation tchèque face à une emprise allemande plus forte, et peut-être pas tellement plus forte en fait, mais simplement le fait national tchèque s'était épanoui, le fait national allemand s'est épanoui, et donc la contradiction entre les deux déchirait le voile unitaire de la chrétienté. Et tout au cours de la période moderne, le fait national s'est imposé davantage, et le fait unitaire de l'unité confessionnelle européenne s'est défait. Et la Révolution française a encore plus aggravé cette rupture, où là, précisément en France, où avec Clovis, le baptême de Clovis, est né l'augustinisme politique, c'est-à-dire le fait que la souveraineté est conférée par le sacre, en l'occurrence par le baptême de Clovis, la France va révoquer ceci en disant non, le pouvoir vient du peuple. Et on est donc sur une élimination progressive de cette matrice spirituelle et un antagonisme croissant des nations qui va devenir, enfin, donc le fait national va véritablement devenir, mais dans sa phase, je dirais, de prime épanouissement et de redécouverte débridée d'une forme d'appartenance qui est exclusivement le lot de l'identité nationale, les conditions des conflits nationaux en Europe à la période contemporaine, et notamment cette paix armée terrible qui précède la guerre de 14, et que personne n'envisage comme les préambules du désastre, mais qui va effectivement amener donc les confrontations dramatiques des Européens au XXe siècle. Mais cette rétrospective historique permet de bien prendre la mesure de l'identité de civilisation des Européens et du fait qu'il n'y a eu aucune réalisation importante en Europe dans une nation européenne qui n'ait eu son expression, son aura, son développement à travers le continent. C'est le cas avec le développement des universités au Moyen-Âge, avec les grandes tendances culturelles du chant grégorien à la Renaissance, aux grands courants littéraires et puis au fait national, etc. Donc la question du dépassement des nations européennes et de leur liquidation dans dans un cosmopolitisme déraciné, niveleur, uniquement sujet à la loi du marché, etc., soit c'est une réalité européenne totale, soit si elle est contestée par une nation, elle pourra l'être dans toutes les autres. Donc ce jeu d'échange et d'influence réciproque entre les pays d'Europe, il est décisif. Voilà. Et il se trouve que la Hongrie est le point d'appui, le point d'Archimède, le levier par lequel on peut récuser une forme de fatalité qui, à mon sens, est délirante et véritablement le signe de la laideur et du désespoir, qui est le dépouillement des peuples historiques de l'Europe, de ce qu'ils sont, pour les remplacer par une immense zone commerciale et une province
d'une planète faite d'individus asservis et coupés de leurs racines culturelles, ethniques, spirituelles, etc. Comment tu expliquerais ce réveil conservateur, pas simplement en Hongrie, mais aussi aux États-Unis, aussi dans les différents pays d'Europe qu'on a évoqués précédemment? C'est là pour moi plutôt un motif d'espoir, c'est l'idée que c'est la fin d'une époque. On ne sait pas exactement ce qui va venir après, mais simplement on sait ce qui baisse, on sait ce qui se défait. C'est un petit peu la situation d'un Joe Biden, je m'excuse de faire cette comparaison, mais il y a un peu celle d'un Metternich des années 1830, 1840. C'est qu'on tient à bout de bras la Sainte Alliance, l'ordre antérieur qui a été brisé de l'intérieur par la Révolution française et le fait que les modifications qui se sont affirmées partout en Europe à l'aune des conquêtes napoléoniennes n'ont pas été récusées. Même on a pu restaurer des régimes, mais on n'a pas pu ressusciter l'esprit de ces régimes. Et donc, on est face à un moment d'épuisement. Alors, il faut bien évidemment prendre la mesure, qu'est-ce que c'est qui décline? Parce que ce qui décline, c'est évidemment la présence même des peuples historiques d'Europe sur leurs terres, avec le phénomène d'immigration de peuplement, qui est maintenant une réalité structurelle qui est quand même gravement avancée. Donc l'effondrement des mythes mobilisateurs de la génération de 68, évidemment que ça n'entraîne pas le rembobinage de notre histoire dans les heureuses années 50 avec un Jean Gabin, un Delon, etc. On va être confronté à des situations extrêmement pénibles, on va payer la note de plus d'un demi-siècle d'irénisme. Simplement, ce qui tombe, c'est aussi une certaine représentation de l'ordre du monde dans lequel l'Europe, de suzeraine et de plus en plus affirmée, de suzeraine du monde du 15 au 20e siècle, est devenue la sujette, la subordonnée des empires extra-européens qui étaient l'URSS et les États-Unis. Encore une fois, la Hongrie a été sur la ligne de fracture de cet effondrement de Yalta. Et donc, le Yalta, ça vaut pour les deux parties du continent. Et il se trouve que pendant 35 ans, la partie américaine a vécu comme dans le déni de la fin de Yalta, ou plutôt la fin de Yalta était considérée comme finalement la marche supplémentaire vers une plus grande supranationalisation de la gestion des nations d'Europe, ce qui a été le cas avec le traité de Maastricht, qui est entré évidemment en vigueur dès le début des années 90. Donc on est sur une double analyse. Qu'est-ce que c'est l'Europe après 90? Soit c'est d'autant plus une colonie américaine qui va n'être que ça et qui va devenir une colonie de peuplement permanente comme l'Amérique du Nord, soit c'est le reflux de cette puissance américaine. Et ce qui va avec, c'est l'affirmation des tendances intérieures. Et donc les tendances intérieures, c'est évidemment les nations qui composent l'Europe. Et c'est des références intellectuelles et éventuellement idéologiques qui ont été sous le boisseau parce qu'il fallait être progressiste, matérialiste à l'aune américaine, et que maintenant, ce n'est plus nécessairement le cas. Ce qui est d'autant plus encourageant, c'est que les États-Unis n'ont pas été exempts, je dirais, des miasmes cancérigènes de l'Europe déclinante, de l'Europe de l'ère du vide, puisque c'est précisément notre brillante gauche française qui a inoculé pas mal de miasmes de la déconstruction aux États-Unis. Et les États-Unis, loin de crouler complètement là-dessus, génèrent aussi les anticorps. Donc les anticorps sont partout des deux côtés du continent, et sur la fin de l'ordre américain de Yalta, je n'ai pas une approche anti-américaine. L'idée, c'est simplement que les rapports entre Européens et Américains vont changer fondamentalement parce que nous sortons d'une forme de matrice commune qui était la matrice commune de l'infériorisation des Européens qui ont fait l'objet d'une espèce de croisade libératrice américaine. Vous voyez. Mais ce qui sort désormais des tensions actuelles, c'est qu'on peut se réapproprier un rapport à l'identité nationale qui, aux États-Unis, est fait de lutte contre l'État tentaculaire
ce qui est quelque chose qui peut être honorablement inspiré l'Europe. Il ne faut pas être évidemment avoir un rapport d'hostilité et de contre-pied systématique avec les États-Unis. De la même manière, il y a un goût de l'audace et une réalité de peuple jeune qui marque encore d'une certaine manière la société américaine dans certaines de ses composantes. Et s'il y a des correspondances et des formes d'analogie entre l'Europe et les États-Unis de ce point de vue-là, peut-être surmonterons-nous ensemble un cancer qui nous a intoxiqués ensemble depuis, je dirais, les années 70. Est-ce que tu penses que cette victoire de Donald Trump, tu as évoqué tout à l'heure une douche froide dans l'isolationnisme américain et ses conséquences pour l'Europe, aussi une opportunité. Est-ce que, de manière globale, on peut dire que cette élection, c'est une chance pour les conservateurs européens ? En tout cas, l'élection de Kamala Harris était un désastre complet. Ou alors, mais ça, le problème, c'est la stratégie du pire, dans laquelle, et généralement, c'est les gens qui font le moins de choses, qui sont les plus épris de la stratégie du pire, qui diront il faut en fait on va nécessairement remonter, mais en fait c'est faux. Vraiment, pour le coup j'ai un ami qui travaille en Afrique noire en ce moment et qui me décrit comment ça fonctionne, notamment en termes de dysfonctionnement administratif. Et les gens ne se révoltent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire là, avec ce niveau de dysfonctionnement, on a touché le fond, on va remonter. Pas du tout. Chaque renoncement, chaque décrépitude fait qu'on va un peu plus loin dans le renoncement et on s'habitue à tout, et notamment à la médiocrité. Si bien que la victoire de Kamala Harris était vraiment à prendre comme une aggravation de notre état déjà déplorable. La victoire de Donald Trump, encore une fois, ce n'est pas une orientation claire de ce qui va se passer. C'est simplement qu'il n'y a pas de fatalité. Et après, chacun se prend en main. La carte de Donald Trump, c'est celle de l'autonomie de ma nation d'abord, ce principe, America First, que Viktor Orban a copié avec un peu d'humour pour la présidence hongroise du Conseil de l'UE qui a lieu en ce moment, en mettant comme slogan de la présidence « Mega, make Europe great again ». Donc il y a l'idée que, et si jamais nos grandeurs peuvent être antagonistes, eh bien, on se mettra à la table des négociations avec chacun nos positions clairement affirmées. Et on sortira de cette hypocrisie que c'est pour notre bien que les États-Unis... Non, là, la capacité des nations à surmonter leur antagonisme, elle n'est évidemment pas garantie d'avance. On sait que, évidemment, le nationalisme exacerbé et chauvin du XIXe siècle a mené à des désastres. Mais précisément, désormais, les nations européennes sont rentrées dans une époque de stabilisation et de maturité. On n'a pas du tout, je dirais, l'allant, le zèle que ce soit des soldats de l'an 2 ou de l'armée prussienne de la fin du 19e siècle. Donc dans ce contexte européen-là, assumer la vitalité des nations, ce n'est pas du tout en venir à la crainte qu'avait François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. C'est plutôt le nationalisme, c'est encore le cœur qui bat encore face à une fatalité noire, d'effacement complet des peuples et des cultures. Et dans cette circonstance, en fait, c'est malheureux, mais nous aurons les dirigeants qui jailliront de notre société. Et de la même manière qu'Emmanuel Macron est d'une certaine façon une émanation d'un souhait ou d'une complaisance française à être bercé, à être payé de mots, à gérer le déclin. De la même manière, nous aurons peut-être des dirigeants beaucoup plus dynamiques, intransigeants, valeureux, mais qui représenteront cette part de la population qui aura su s'arroger la puissance. Est-ce que tu penses que la victoire de Donald Trump, elle est aussi liée finalement à tout un combat culturel, voire même économique ? On a vu des figures émerger, même celle d'un Elon Musk, mais aussi J.D. Vance et d'autres influenceurs moins connus, mais néanmoins quand même assez représentatifs. On peut penser même aussi à la figure de Rod Dreher, on peut penser à Jordan B. Peterson au Canada. En quoi toutes ces personnalités, que ce soit tant dans le monde économique qu'intellectuel, culturel, médiatique, ont joué un rôle dans cette victoire politique ? Il me semble que Trump est déjà, s'il a réussi son pari, à devenir une personnalité centrale dans laquelle les Américains peuvent se retrouver, c'est précisément parce qu'il n'est pas du tout dans une approche culturelle très fine, très
il suffit d'écouter ses discours pour voir le degré de pauvreté voilà, des propositions, des attaques en dessous de la ceinture, etc. Il a été, je dirais, l'ultra minimum syndical sur lequel le mécontentement et le bon sens populaire pouvaient quand même trouver un faisceau d'accord. Et Donald Trump a quand même réussi un exploit extraordinaire de faire sortir de la fatalité l'avenir politique des États-Unis. Maintenant, cet avenir, en fait, l'Amérique de l'après-élection de Trump, c'est exactement la même que celle de la veille. Et à quelques milliers de voix dans certains États, c'était exactement la même société qui aurait eu Kamala Harris au pouvoir. Donc, l'idée que le ravalement de façade de la représentation politique modifie le codage génétique d'une société qui a des effets d'inertie colossaux serait évidemment très illusoire. Donc Donald Trump arrive à la tête d'une société qui a élu, ou en tout cas qui a fait désigner Biden il y a 4 ans, et qui a porté des contingents colossaux de voix pour Kamala Harris. J.D. Vance est une personnalité très intéressante dans l'entourage de Donald Trump, et le fait que Donald Trump l'ait choisi comme vice-président en dit assez long sur la manière dont Donald Trump voit sa postérité politique. L'idée de défendre l'Amérique qui bosse, celle du col blanc de la Rust Belt, c'est quand même quelque chose, pour le coup, qui est plus significatif que ses discours et éventuellement l'imaginaire qu'il mobilisait chez la classe populaire américaine. Mais J.D. Vance, dans ce qu'il a c'est passionnant parce qu'avec J.D. Vance, on est sur une forme d'européanisation de l'Amérique quasiment, dans la mesure où le récit qu'il fait de sa jeunesse dans son autobiographie, c'est quasiment, en fait, c'est des autochtones d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que faut bien voir que l'autochtonie, c'est pas quelque chose dont il faut avoir une approche systématique. Avec l'idée qu'il faudrait remonter jusqu'à Mathusalem. Les Hongrois sont des autochtones d'Europe centrale, même s'ils y sont arrivés qu'il y a 1000 ans. Les Anglo-Saxons sont des autochtones d'Angleterre, alors qu'ils y sont arrivés et qu'ils ont évincé ou assimilé des populations celtes. De la même manière, l'idée de contester au peuple central nord-américain d'être des autochtones d'Amérique du Nord, ça me semble être une manière c'est un peu des chinoiseries. C'est bien sûr que c'est eux les autochtones d'Amérique du Nord maintenant. En tout cas, c'est parce qu'ils pourraient développer ce rapport à l'autochtonie et donc en fait à un enracinement pérenne, donc à un dépassement de cette espèce de, je dirais, d'ADN d'illuminés, quakers, puritains, expulsés par le roi d'Angleterre. C'est grâce à ça qu'ils peuvent trouver une raison d'être politique qui ne soit pas déshonorante dans l'isolationnisme. Et de ce point de vue-là, l'Amérique du Nord deviendrait véritablement une Europe située de l'autre côté de l'Atlantique. Alors évidemment, le chemin est long, mais il y a dans la perte de l'ordre mondial qu'elle avait à son bénéfice, une clé pour les États-Unis pour devenir un peuple européen, en tout cas dans les composantes assez larges en termes de territoire, mais aussi on parle quand même de dizaines de millions de gens qui ont de quoi devenir des Américains dans le sens où en fait ça s'appelle des Européens d'Amérique du Nord. Il y a quelque chose de pivot là-dedans. Trump a permis de rendre cette perspective possible, mais c'est un cheminement historique qui commence maintenant. Et il commence avec la grande perestroïka de l'Ouest, un peu comme la Russie a cessé de devenir la nation de la révolution et du prolétariat universel pour redevenir la nation des Russes. Peut-être que, mais bon, c'est quand même un pari hyper audacieux parce que pour la Russie, en gros, ça a commencé en 1917, puis c'est une révolution qui a été faite par une caste bien particulière à Pétersbourg et Moscou, et ça se termine en 1990-91. Pour les États-Unis, on est sur des tendances beaucoup plus diverses, mais on peut dire que les jeux n'étaient pas faits en 1865 quand la guerre de sécession bat son plein. La destinée que l'Amérique du Nord s'est reconnue avec Wilson, puis avec 1990, le nouvel ordre mondial, n'était pas déterminée d'avance. Et on peut imaginer que
une autre tendance américaine se fera jour et qu'une Amérique c'est peut-être partisan de ma part, mais que j'appellerais décente, une Amérique constituée de ce peuple autochtone européen, puisqu'il est là, et qu'il est majoritaire, et qu'il a créé je dirais les codes culturels qui lui offrent une forme d'existence pérenne. Et tout ça, c'est un champ des possibles. Et c'est peut-être là qu'est l'orientation la plus, je dirais, la plus intéressante pour un devenir amical entre l'Europe et les États-Unis au XXIe siècle, dans la mesure où là, comme ici, comme en Russie, le peuplement de ce monde boréal, le peuplement autochtone blanc, est mis en minorité de manière écrasante face au dynamisme du Grand Sud. Et c'est donc une manière d'envisager éventuellement, et peut-être dans la deuxième moitié de ce siècle, et ce sera peut-être l'œuvre de nos enfants et de nos petits-enfants, d'avoir une forme de concertation et de relations pacifiques, voire d'alliances défensives dans toute cette sphère. Voilà, c'est pour l'instant quelque chose qui est en germe et qui ne pourra exister que si on liquide véritablement l'idéologie mondialiste qui en fait n'a que 35 ans d'existence dans son schéma actuel. Est-ce que pour toi, le rôle d'une personnalité joue un rôle majeur dans un réveil et dans un changement politique? Et typiquement en France, en Europe, de manière générale, est-ce que tu verrais l'émergence d'une figure qui serait capable d'aller plus loin, de passer à un niveau supérieur, que ce soit, voilà, on a en Italie Meloni, en France Jordan Bardella ou Marine Le Pen, en Hongrie Orban. Quelles seraient peut-être pour toi les potentielles figures qui pourraient éventuellement faire passer à une échelle supérieure ce réveil? Alors, bon, d'abord, on aura donc les gens qui nous ressemblent, mais ce qui est intéressant pour le cas de la France, c'est que on est un peuple complexé par le fait que notre déclin a commencé plus tôt que les autres. Parce que notre apogée, c'est clairement le grand siècle de Louis XIV, et qu'après, le doute qui mine nos élites a commencé avec ce que Paul Hazard appelait la crise de la conscience européenne, à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle, et que l'époque napoléonienne est un feu d'artifice, que le XVIIIe siècle était une espèce d'été indien, où les rentes du génie de Louis XIV ont été tirées sur de longues décennies, avec au final le cataclysme de l'effondrement complet de la monarchie, etc. Et il se trouve que la France était tellement centrale, tellement majeure, tellement rayonnante, tellement la culture de référence en Europe, que dans la première partie du XIXe siècle, Paris est l'épicentre, et que les révolutions parisiennes génèrent les ondes de choc qui font l'histoire européenne, notamment le Printemps des peuples en 1848-49. Mais depuis 1870 et la chute du Second Empire, tout changement politique en France est advenu du fait de l'environnement international. Et nous sommes venus, il y a donc plus de 150 ans, une zone où les ressacs internationaux changent la donne. Alors on a l'illusion que ce n'est pas le cas à cause de la grande aventure coloniale menée par la Troisième République, qui a donné un prestige de surface, mais un prestige indéniable, et sur le fait que la Première Guerre mondiale a été une guerre absolument héroïque et sublime du soldat français, qui a gagné militairement, mais au prix d'1 400 000 morts, et donc qui semble indiquer que la France est encore le pays absolument central à ce moment-là. Mais de fait, la seule personnalité politique véritablement grande et française de ces 150 dernières années, c'est le général de Gaulle. Il est arrivé au pouvoir parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et parce que, en l'occurrence, les anglo-saxons ont débarqué en France, de la même manière que pour les contestataires de la Troisième République, c'est parce qu'il y a eu la conquête allemande de 1940 que le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir. Si bien qu'on reçoit comme ça, de l'extérieur, les manières de renouveler une gestion, de renouveler la politique et de remédier à l'agenda du déclin, qui est un petit peu la norme fatale depuis bien trop longtemps en France. Et c'est évidemment le cas aussi en 1958, quand le général de Gaulle revient. Le général de Gaulle n'est pas élu,
Il est dans une traversée du désert qui n'a pas de fin, selon les logiques électorales, et il doit à la crise d'Alger le retour à une forme, un retour en grâce, et puis la capacité à bâtir ce système de la Ve République qui a été taillé sur mesure pour un monarque, pour un grand homme, et qui, malheureusement, faute de grand homme, ne peut pas durer. Donc, notre situation politique française, alors évidemment, l'histoire peut mentir, et puis on voit que dans d'autres pays, Viktor Orban, au moyen de l'élection, a réussi à venir et puis à changer le système constitutionnel. Mais ce qui servait d'état profond en Hongrie en 2010, avec cette espèce de, je dirais, de connivence des anciens hiérarques de l'ancienne nomenclature socialiste, n'a rien à voir avec les différentes couches qui sédimentent la puissance française en termes de connivence dans la magistrature, dans les médias, voilà, toute cette charpente est extrêmement écrasante. On imagine très difficilement comment elle pourrait être changée de l'intérieur. Donc, en ce qui concerne la France, c'est un petit peu désolant de le dire, mais malheureusement, on pense le changement par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de gens qui sont admiratifs de Trump ou de Poutine, en disant voilà, il faut que ça vienne de l'extérieur pour changer. Ce n'est pas forcément parce que ce sont des lâches et des feignants. Il y a aussi une réalité historique qui fait que nous avons modifié, nous avons renouvelé la donne politique en France du fait de conflits internationaux depuis quand même plus d'un siècle et demi. Comment est-ce que tu verrais l'Europe dans 10 ans? Est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité justement, avec ces dynamiques, de les pérenniser et de faire changer les choses? Oui. En fait, on ne peut pas s'interdire d'espérer dans les circonstances actuelles où il semble que l'histoire est quand même très ouverte. Ce qui est sûr, c'est que les Européens vont devoir se faire violence à eux-mêmes et contre eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est évidemment pas en reprochant au Malien qui fait la plonge dans le restaurant d'être là que les Français vont aller mieux. Il y a une énorme cure d'amaigrissement à faire et un procès de nous-mêmes, de nos tendances. Côté réforme intellectuelle et morale à la Renan ont une importance cruciale là, mais ça ne se fera pas avec une logique de développement personnel. Ça se fera vraiment dans la douleur. De ce point de vue-là, il faut voir vraiment le marasme économique montant, d'ailleurs ça fait quand même que commencer compte tenu des dynamiques mondiales, comme le vecteur nécessaire de remise en cause. Parce que si jamais en effet les vacances à la bolle, le 13e mois et les sorties le dimanche, etc., sont l'anesthésie fonctionnelle et continue, il y a peu de chances qu'on sorte du coma, quoi. Donc, je crois qu'il faut faire feu de tout bois, il faut prendre les circonstances historiques, toutes circonstances comme un moteur, et évidemment, dans la mesure du possible, améliorer notre situation économique parce qu'il faut créer de la richesse, il faut nourrir les familles, mais toute difficulté doit être un vecteur de remise en cause de là où le bas blesse, et à chaque fois pour surmonter par l'effort, par la contrainte imposée à nous-mêmes, les misères et les manquements avec lesquels on s'accommode un peu trop facilement, précisément parce que pour l'instant on peut faire avec. Je crois que les questions budgétaires actuellement donnent un exemple criant de cela. J'ai vu que là, la TVA sur les bouteilles d'eau minérale va augmenter. On tente de ramasser un peu de pognon pour continuer à financer un truc fondamentalement dysfonctionnel et aberrant. Alors que va falloir quand même rentrer dans le vif du sujet à un moment donné, et le fait qu'on vit en dessus de nos moyens, qu'on vit avec une idéologie qui est complètement délirante, qui déforme notre rapport au monde. Je voyais encore très récemment là que la France est maintenant en délicatesse, c'est plus en délicatesse avec les pays d'Afrique noire, mais on se fait expulser d'Afrique partout. C'est-à-dire qu'on est liquidé dans notre présence en Afrique et on continue de se raconter des histoires sur le fait que notre rapport à l'universel et le fait que cette Troisième République a eu l'idée absolument géniale de vouloir faire des aventures coloniales à l'autre bout du monde, donne à la France un statut de lumière des nations.
c'est tellement bidon et cette escroquerie commence à être tellement misérable qu'il s'agirait même quand même de prendre la mesure de notre situation. Et là, malheureusement, il n'y a vraiment que par la douleur et par la remise en cause de notre élite qu'on peut surmonter les épreuves qui sont devant nous. Merci beaucoup Thibaut pour cet entretien. Pour conclure, j'aimerais que tu nous fasses une recommandation de lecture pour peut-être une lecture qui t'a particulièrement marqué, que tu voudrais recommander au jeune public d'Academia. Eh bien, un livre qui m'avait beaucoup marqué à sa sortie en 2010 ou en 2011, c'est Le renversement du monde d'Hervé Juvin. C'est un livre écrit dans la foulée de la crise financière de 2008 et qui décrit avec une préscience remarquable, et en plus dans une langue qui est très belle, la réalité d'un monde dans lequel l'Occident devient simplement une composante parmi d'autres et où l'idéologie universaliste et libérale devient la meilleure recette de l'échec d'analyse biaisée. Et donc c'est vraiment une clé d'interprétation du monde actuel qui est tout à fait valable et qui permet de repositionner la situation des pays d'Europe centrale dans une logique tout à fait intéressante. C'est que bien que ces pays-là soient européens, soient blancs, etc., c'est des pays qui ne font pas partie de cet Occident qui a connu le succès dans toute la période moderne. Et de ce point de vue-là, c'est un peu la conscience de l'Europe qui, elle, a été mise dans toutes les difficultés historiques au fil des derniers siècles et qui, précisément, du coup, n'a pas de mal à revenir sur, à faire le deuil, en fait, à faire le deuil de cette période qui s'achève, qui est une période brève au regard de l'histoire, de 200 ans d'époque contemporaine, d'expansion, d'excès, de lubie idéologique, qui maintenant doivent prendre fin chez nous et en nous pour que nous puissions remédier à l'avenir de nos pays. Merci beaucoup Thibaut. Merci pour cet entretien. À toi pour l'invitation. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt.